Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous pratiquer sur la 89.5 si vous nous écoutez à l'instant. Merci de nous suivre à la télé. Si vous êtes sur Kavi TV, vous êtes forcément sur les bouquets Canal Plus et Star Times sur vos sur vos téléphones, il faut le dire. Vous êtes forcément sur Facebook, Instagram, TikTok. Rejoignez-nous de ce côté en tapant Kavi Média ou simplement Kavi TV sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez être en contact avec nos différents programmes et notre application mobile est déjà disponible sur Play Store et App Store. Au menu de ce matin, le lancement des examens de sortie, initialement prévu ce mercredi, est une nouvelle fois reporté. Après un premier décalage, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi annonce un autre report. Les épreuves débuteront finalement le mardi 17 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. La décision est tombée tard ce lundi au terme de longues heures de concertation. Selon le ministère, cette décision permet de garantir une organisation inclusive, équitable et transparente des examens. Ce report vise aussi à donner plus de temps aux établissements privés encore en difficulté sur certains aspects, notamment les PV de leurs candidats. Dans un instant, vous entendrez Dr Moussa Kamara, directeur des études de l'école de santé Bafoussa de Farana. Ce mercredi 11 juin pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football guinéen et même continental. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, CAF, doit rendre sa décision dans le dossier qui oppose la Guinée à la Tanzanie en marge des qualifications pour la CAN Total Energy Maroc 2025. La FEGIFOOT avait saisi la CAF contestant la régularité de la participation d'un joueur tanzanien dont les documents représenteraient des incohérences ou présenteraient des incohérences. La Guinée espère obtenir gain de cause ou à défaut un minimum de reconnaissance dans ce contentieux. Mais ce recours peut-il réellement influencer la qualification du Sili national de Guinée? Amadou Major Diallo, de notre section sportive, nous rejoindra dans quelques instants. Les soupçons laissent désormais place à des actes. C'est en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, visé par une demande de levée d'immunité parlementaire. La justice le soupçonne de détournement de fonds publics. En séance plénière, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, a présenté les premières conclusions du procureur général Firmin Mvonde. Un extrait du rapport affirme, je cite, « Les dépositions de M. Constant Moutamba n'ont apporté aucun élément susceptible d'infirmer les charges retenues contre lui. Bien au contraire, ces explications ont renforcé la matérialisation des faits reprochés, révélant une intention manifeste de détournement. » Fin de citation. Ce nouveau rebondissement ouvre-t-il la voie à un procès dans l'affaire du FRIVAO, le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. On en parle dans cette émission Le Scanner. En Italie, dans la dernière partie, le référendum qui devait faciliter l'accès à la nationalité, remettre en cause certaines réformes du marché du travail n'a pas atteint le quorum. Moins de 30% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche et lundi, alors qu'un minimum de 50% était requis pour valider le scrutin. Le test, soutenu par des ONG et plusieurs partis d'opposition, proposait notamment de réduire de 10 à 5 ans le délai nécessaire pour qu'un résident non européen sans lien de parenté ni de mariage avec un citoyen italien puisse demander la nationalité. Mais l'appel à l'abstention lancé par les membres du gouvernement ultra-conservateur semble avoir pesé lourd dans la balance. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous suivre partout en Guinée, à Bofa, vous le faites déjà. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre ici, à Conakry et dans le monde. Merci de préférer nos programmes. Bienvenue si c'est maintenant vous le faites dans cette émission Le Scanner. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre les sujets inscrits à l'ordre du jour. À ma gauche, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. À ma droite, Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien. Bien. On commence par ce premier sujet à l'ordre du jour. Le lancement des examens de sortie ne se fera pas encore ce mercredi comme prévu, mais le mardi 17 juin 2025. La décision, Yamoussa Cheikh Kamara, est tombée tard ce lundi. Ouais, une décision qui était prévisible. Hein. Jusqu'à hier, on le disait ici parce qu'on n'avait pas la certitude que ça pouvait aussi avoir lieu, vu et tous les problèmes qu'on a signalés à travers des manifestations des élèves et des apprenants de ces écoles professionnelles. De ces écoles professionnelles. Techniques et professionnelles. Techniques et professionnelles, justement. Et donc, c'était prévu. Donc, 2 reports, on a enregistré dans ce cas de figure. D'abord, le 9. Le 9, ça n'a pas eu lieu. Ils ont reporté pour le 11. Et aujourd'hui, on est parti pour le 17. On a compris jusqu'à hier parce que selon le premier report, le ministère avait expliqué cela comme le fait parce que le ministère du Travail et de la fonction publique avait décrété les 2 journées chômées et payées, c'est-à-dire la journée de lundi et mardi. Et donc, cela avait quelque part eu un impact sur le calendrier établi par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Mais avec ce 2e report, on peut comprendre que le problème est beaucoup plus en ce qui concerne les 2 journées déclarées chômées et payées, parce qu'il y a vraiment des incohérences dans des prises de décision. Et si toutefois il y avait un manque de communication entre les différents départements ministériels, puisque le premier communiqué se reposait sur ça, on avait comme l'impression que oui, il n'y avait pas eu de communication, un manque de coordination entre les 2 départements, et donc ça allait jouer sur le calendrier établi par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Mais hier encore, à la dernière minute, le 2e agenda qui a été aussi proposé par le même département, on a vu que ça a été encore reporté. Et cette fois-ci, on nous dit que le motif, c'est pour garantir des organisations inclusives, équitables et transparentes de ces examens, mais aussi permettre aux écoles privées de mieux se préparer, comme pour nous dire que ces écoles privées ne sont pas encore prêtes pour affronter ces examens-là. Est-ce que c'est leur faute à elles, ces écoles privées? C'est la grosse question qui se pose. Ou le problème, il se situe où? Puisque derrière, on parlait ici même, jusqu'à hier, on parlait de problèmes d'ordre logistique également et de problèmes administratifs. Alors, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre ou nous faire croire que c'est parce que ces écoles privées sont un peu en retard par rapport à certaines organisations. Et est-ce que c'est cela? Mais ce qui est sûr, à travers des manifestations de rue qui ont éclaté depuis avant-hier, en commençant par Kindia, en passant par Zérekouré, Farana, et hier, c'était l'AB aussi qui est entré dans la danse. On a vu... Il y a même Conakry. Conakry également. Les élèves et apprenants sont descendus dans la rue pour dire qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à présent leur PV. Et donc, on se dit qu'il y a problème. Et sans ces PV-là, il ne peut pas y avoir d'examen possible ou de candidature possible pour ces élèves et apprenants. Et donc, c'est le moment. Hier même, vous avez posé la question si vraiment on est toujours optimiste par rapport à la tenue de cette date. Donc, on est resté optimiste, mais à la dernière minute, on a compris que cet optimisme était basé vraiment sur un espoir minime, puisque le ministère nous a encore montré qu'il ne peut pas tenir ces examens à la date du report indiqué. Une autre date est fixée pour le 17. Est-ce que ça aura lieu? Puisqu'on parle des centaines d'élèves et apprenants qui n'ont pas leur PV. La faute à qui? Un problème de logistique. Est-ce que ce sont ces écoles privées qui sont en retard par rapport à un certain nombre de procédures, ou est-ce que c'est le ministère lui-même qui n'a pas su
octroyer de PV à temps à ces élèves et apprenants. Aujourd'hui, la colère s'enlise. Ces élèves et apprenants ne veulent rien entendre que de voir leur PV sortir. Le ministère, parce qu'il nous reste, nous sommes le 11 aujourd'hui, donc dans moins encore d'une semaine, on sera confronté au même problème si les PV de ces élèves et apprenants ne sont pas encore sortis, puisque les manifestations ont commencé, et cela risque de bouleverser, je le disais ici depuis hier, la stabilité vraiment nationale, puisque on sait qu'on est à travers la situation dans laquelle nous sommes confrontés, cette situation de paix, de stabilité aujourd'hui. Et donc, cela peut amener cela peut créer un certain nombre de désordres, puisque de manifestation en manifestation, il n'y a pas qu'une seule ville qui est concernée. La ville spéciale même de Conakry est entrée dans la danse, a commencé à Kindia, à Farana, en Zérékoré. L'abbé, aujourd'hui on parle de Kindia, et très bientôt, tout le pays sera secoué par cette affaire si les ministères ne se lèvent pas. Puisque ça concerne pas seulement que le ministère c'est vrai, le ministère directement concerné, c'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Mais quand on voit des manifestants, des élèves et apprenants qui descendent dans la rue, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est quelque part interpellé, parce que souvent, ce sont des élèves des écoles de santé qui sont plus impactés, concernés et qui sont en train de faire beaucoup plus de revendications dans ce cas de figure-là. Et donc, il faut une coordination entre ces ministères pour que les lignes puissent bouger. En tout cas, on a besoin de cela. Ce qu'on évite, c'est des manifestations spontanées de tout genre, en commençant par ces élèves, puisqu'il y a une possibilité. La situation sociopolitique actuelle, on sait sur quel terrain on est, il y a une possibilité de récupération des situations qu'on va donc éviter. Donc, il faut donc réagir à temps. On attend, à partir de 17, on a comme l'espoir que la date là sera vraiment maintenue. Tout ira pour le mieux, on le souhaite vivement. Mais les arguments utilisés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi sont clairs: garantir une organisation inclusive, équitable et transparente des examens, tout en permettant aux établissements privés de mieux se préparer. Ce sont les motifs de ce report, selon le ministère de tutelle. Mais un fait est palpable. Tu l'as déjà rappelé, Yamoussa, le manque de PV de certains candidats. Et pour en parler, nous avons au bout du fil Dr Moussa Camara, il est directeur des études de l'école de santé Bafoussa de Farana. Bonjour docteur, bienvenue sur Kavi Média, docteur. Ok, bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Oui. Vous avez le docteur Camara Moussa. Oui. Alors, j'ai bien dit. Oui. Donc, vous avez suivi hier cette décision. Jusqu'à tard la nuit, on échangeait sur un probable report. Vous nous l'avez appris. Après des heures d'échange, la décision est enfin tombée. Comment vous, en tant que directeur des études, chef d'établissement concerné par ces dysfonctionnements, avez accueilli cette décision du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi? Merci beaucoup, parce que vous savez que réellement ce qui se passait en Guinée n'était pas caché. Concernant, vous ne pouvez pas former des étudiants pendant 3 années de formation et après vous les abandonnez. Quand vous regardez la définition étymologique de l'école professionnelle, c'est ainsi que réellement une école de seconde chance pour éviter aux enfants de partir dans les mers méditerranéennes. Si les enfants qui ont fait le bac 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils n'ont pas eu la chance de décrocher le bac, mais ils ont été motivés, conseillés par des personnes de ressources pour qu'ils puissent faire les écoles professionnelles. Les enfants ont accepté de faire 3 années de formation. Cette décision a été tombée vraiment en une semaine par le ministère, soi-disant que réellement, on ne va recevoir des étudiants de ceux qui ont décroché le bac. C'est ce qui a réellement été la source du problème. Comme vous l'avez si bien dit, par rapport aux informations de report,
moi j'étais en direct, parce que j'ai une source d'information. Quand la réunion s'est effectuée des horaires, avant-hier, jusqu'au le petit matin à 4 heures, hier, donc je suivais directement avec des personnes de ressources, et il y avait trop de discussions. Une grande partie de Guinée était pour le report et d'autres n'étaient pas pour le report. Bien. Et ce qui était l'essentiel par rapport de ce qui est survenu, ils ont une part de responsabilité. Parce que tu ne peux pas loger quelqu'un. Qui a une part de responsabilité, docteur? Le ministère? Oui, le ministère, parce que les cellules de trucs, de l'informatique, comme on dit ça, qui sont chargés réellement à donner les INA. Vous voyez? INA c'est quoi? INA, c'est quoi? INA, c'est une identité d'immatriculation qui définit l'étudiant dans son cursus de formation. Bien. Dire que réellement telle personne, tel étudiant se trouve dans tel niveau de formation. Donc l'État peut le contrôler. Il peut savoir que réellement, oui, l'étudiant a suivi une formation correcte de la première jusqu'en troisième année. Bien. Donc c'est eux qui ont livré 6 et en une semaine, vous dites que réellement que les enfants qui ont eu le bac, qui n'ont pas eu le bac 2 fois, 3 fois, qui ne sont pas à l'accès pour le BTS. BTS, c'est l'infirmerie et les autres formations, infirmerie, sage-femme, technicien de laboratoire, technicien de pharmacie et préparatoire, pardon, de laboratoire. Vous voyez, finalement, ce qui s'est passé, mais Dieu a fait que réellement, ils ont réuni des personnes de ressources qui sont vraiment très écoutées au ministère. Bien. Ils ont fait des entretiens. Bon, après j'ai vraiment vu les erreurs qui ont été glissées, non seulement au sein du numérique. Docteur, vous, dans votre établissement, on nous apprend que sur 95 apprenants, vous n'avez reçu que 10 PV. 10 PV, dont 4 qui se retrouvent en situation de classe. On nous apprend plus loin qu'il y a même un PV qui je mets ça au conditionnel, qui aurait été attribué à une apprenante qui, en tout cas, ou un apprenant, je ne sais pas trop, et qui n'est même pas au pays, qui aurait voyagé. Est-ce que vous confirmez oui, ces effectivement. Ce que les étudiants ont déclaré, nous avons constaté ça. Elle a commencé les études dans notre établissement, une fille sage-femme. Donc, finalement, présentement, elle a fait la première année. Deuxième année, son oncle, vraiment, qui avait les moyens, l'avait envoyé au Canada. Donc, présentement, elle se trouve au Canada. Mais malheureusement, on a retrouvé son nom sur la liste avec son PV. Mais, une autre photo d'une autre candidat qui est attribuée sur la carte. Donc, le prénom Cham et Fanta n'appartient pas à la photo qui se trouve sur la carte. Donc, si on doit récapituler pour la compréhension peut-être des auditeurs et téléspectateurs, on a une de vos élèves qui a voyagé pour le Canada depuis plusieurs mois maintenant, son nom se retrouve sur la liste, mais avec la photo d'une autre personne. C'est ce que vous voulez nous dire encore? Oui. Vous savez, l'affaire de l'INA, l'identifiant a été commencé depuis la première année. Bien. L'État a commencé ça depuis la première année. Donc, tout étudiant qui devrait faire la formation, ça a été couronné par un concours. Bien. Est-ce que vous voyez? Oui. Certains ont fait le concours, ils ont été admis. Mais ils ont préféré de choisir les écoles publiques. Elle fait partie de ce cas. Elle a fait le concours, elle a été admise. Donc, mais elle a préféré de faire l'école privée. Compte tenu de la formation, elle a préféré de faire l'école privée. Donc, mais, dès la première année avec nous, deuxième année, effectivement, son oncle maternel, là, comme les moyens sont là en Afrique, lui l'a envoyé avec lui là-bas au Canada. Bien. Mais malheureusement, on a retrouvé son nom parce qu'elle avait l'INA. Est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que c'est le seul cas de dysfonctionnement? Bon, il y a eu beaucoup de glissements, parce qu'il faut se dire la vérité. On a certains étudiants
qui se sont retrouvés en infirmerie. Et certains PSC, le nom et prénom qui est venu, leur photo qui se trouve sur la carte, mais ce n'est pas le nom et le prénom. Bien. Ni les filiations. Docteur Camara, oui. à vous entendre parler ce matin, vous nous donnez des raisons de ce report, des raisons que nous ignorons. Et est-ce que vous voulez dire que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi ne nous a pas dit tout? Est-ce que vous pensez que les raisons de ces multiples reports sont ailleurs? Oui, c'est ce que je dis. Avec les cas dont je viens d'énumérer là, quand le ministère a effectivement vérifié, vu vraiment ces erreurs qui se sont passées ou qu'ils ont rencontrées lors des différentes... Parce que ce n'est pas dans notre école sur les... Il paraît-il qu'à Sankara, à Sankara, il y a beaucoup, c'est beaucoup aussi là-bas. Certains ont leurs photos sur la carte, mais le nom et prénom qui est venu, ce n'est pas la personne. Donc vous voyez... Donc un véritable dysfonctionnement. Vous voyez, comme ils ont constaté des erreurs comme ça là. Bon, le président aussi, c'est que je félicite. Parce qu'il a vu que vraiment c'était une marche qui est nationale. Et le président, il est vraiment, moi, je le félicite beaucoup. Parce que ni intervention, c'était pas facile, quoi. Oui, parce que certaines personnes présentes lors de ces discussions nous apprennent... Oui, certains profitent. Oui, nous apprennent même que... Dans les désordres comme ça, oui, nous apprennent même que le président aurait donné des instructions fermes de trouver des solutions rapides pour éviter, des manifestations. Il y a des personnes mal intentionnées. Un petit problème comme ça, et puis pour rendre cette manifestation encore pour d'autres objectifs. Et c'était pas l'objectif des clients. Leur objectif, c'est de les rétablir de leurs droits. Et finalement, c'est fini. Mais, comme vu de sa maturité, il dit vraiment de revoir les choses et rendre les choses dans les conditions normales. Donc, vous voyez, moi, quand même, je le salue. Hein. Et les différentes... représentants du ministère aussi ont travaillé. Quand je parle de l'inspection régionale, en tout cas c'est nous ici, l'inspection régionale et moi, ma personne, c'est nous qui avons canalisé les enfants avant-hier. Sinon c'était de pire à Fana. Mais Dieu a fait que réellement, moi en tant que le directeur des études, je suis très écouté par les étudiants, très respectueux, et j'étais en compagnie avec... le chargé des examens Kamoudou, avec l'inspecteur régional, nous sommes ensemble pour sensibiliser les étudiants, pour réellement écouter le ministère. Et on sait que réellement il aura un résultat favorable. Bien, donc, puisque vous parlez de résultats favorables, est-ce qu'aujourd'hui vous aviez été rassuré par le département de tutelle par rapport à la collection rapide de ces dysfonctionnements? Est-ce que vous êtes sûr que les jeunes qui n'ont pas reçu de PV auront effectivement leur PV? Quand même, ce que le président a dit, vraiment briser les problèmes et rendre réellement à tous les étudiants dans leurs droits, normalement il doit le faire. Parce que vous ne pouvez pas donner l'INA de quelqu'un en l'imprimerie d'État, soi-disant il a fait le bac 2 fois, certains même ont fait 3 fois, ils ont leur PV même de bac, malgré ils n'ont pas décroché le bac, mais l'école professionnelle c'est une école de seconde chance, si vous connaissez, est-ce que vous voyez? C'est une école de seconde chance, pour éviter les enfants de migrer vers la mer Méditerranée. Si on les encourage de faire une formation professionnelle, cela peut réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. Et beaucoup vont apprendre. Est-ce que vous voyez l'avantage? Oui, nous comprenons. Donc, c'est par rapport à ça. Bien. Alors, docteur Moussa, parlons à présent des risques de ces cas de situation. Et si, et seulement si, ces élèves, puisqu'on parle de plus d'une centaine des élèves qui n'ont pas de PV pour candidater, quels sont les risques aujourd'hui si ces élèves n'obtiendront pas ces PV pour aller à ces examens?
Non, si on dit réellement, les risques, comme vous venez de dire là, présentement, tout ce que nous évitons, c'est ça. Parce que quand on parle d'une correction, on doit corriger les imperfectionnements qui se sont rencontrés lors du travail effectué par le ministère. Parce que quand vous voyez, je leur demanderai de travailler vraiment en synergie avec le service chargé des aides. C'est eux qui sont habitués. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, quand on laisse le travail au sein du service numérique, c'est là-bas il y a eu beaucoup d'erreurs, si je ne me trompe pas. Donc, le service informatique. Oui, service informatique, c'est ça. On parle de l'INA et consorts là. Bien. Oui, même s'il n'aura pas réellement un consensus entre lui et le service des examens, mais il doit s'asseoir et travailler en synergie, quoi, pour éviter une seconde erreur. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous êtes... Parce que quand... Oui. Allez-y. C'est pour éviter, c'est pour éviter d'autres erreurs, comme vous l'avez si bien dit. Pour ne pas que ce qui vient de se passer se reproduise pour une deuxième fois. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est 6 jours, c'est 6 jours ajoutés pour corriger ces imperfectionnements. Sont-ils suffisants pour arriver à bon port? Non, mais c'est l'informatique, tout est logé. Hein. Ils ont un canevas, tout est logé. Quand on prend les étudiants de TSC, ils ont envoyé des canevas. Le canevas là, on loge tous les étudiants de TSC dans ce canevas. Donc tout est centralisé. C'est sous forme d'une base de données qui est créée pour travailler comme ça au cours de 10 jours. Ça ne doit pas créer de problème. Ceux qui sont la maîtrise quand même de l'informatique, ceux qui ont un peu une toute petite information sur l'informatique. C'est de base de données qui est créée. C'est la même chose au niveau des autres filières. Bien. Si réellement, quand même, il y a la volonté, il peut le faire même pendant 5 jours. Ok. Que conseillerez-vous, avant de vous laisser partir, que conseillerez-vous au ministère de tutelle quant à la résolution rapide ou à la correction rapide de ces dysfonctionnements? Avant tout, je salue Monsieur le ministre par rapport à son courage. Je salue les cabinets. Madame alors? Madame la ministre, je la salue et ses cabinets. C'est un travail qui n'est pas facile. L'éducation, c'est un nouveau monde. C'est différent des autres travails. Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne serez pas dedans. Donc c'est très complexe. Si elle a eu le courage, effectivement, de revoir le travail dans un contexte réellement pour redynamiser l'erreur qui a été commise. Donc vraiment, moi je le salue. Je salue même le président de la République. Je profite. Parce que pourquoi? C'est un monsieur, il a le souci de la jeunesse. Il veut l'avenir de la jeunesse. Donc par rapport à ces choses-là, nous sommes des jeunes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent devant nous. Mais quand tu vois le président n'aime pas les mouvements, il ne veut pas encore que quelqu'un soit brisé de son droit. Ça, moi, je le salue de plus. Merci. Vraiment, que Dieu bénisse la Guinée et Dieu tous les vraiment Guinéens le protège. Et tous les Guinéens. Et tous les Guinéens. Merci, docteur. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes docteur Moussa Camara, directeur des études de l'école de santé de Bafossa. C'est à Farana. Oui, merci beaucoup. Merci pour la disponibilité et pour toutes ces informations, ces détails, notamment concernant ces examens de sortie avec ce nouveau report. On parle de cette autre actualité guinéenne. Ce 11 juin pourrait être une journée décisive dans l'histoire du football guinéen, voire continental. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football rendra sa décision dans l'affaire opposant la Guinée à la Tanzanie dans le cadre de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Total Énergie 2025. Mais la Guinée a-t-elle une chance de
se qualifier. Tout à l'heure, on en parle avec notre spécialiste des questions de sport qui est déjà avec nous dans ce studio, Amadou Major Diallo. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Vous en parlez dans cette émission sportive de ce matin. Oui, bien sûr. Depuis le matin, c'est l'actualité du jour. Vous en parlez et aujourd'hui, on en parle également, nous, ici dans le Scanner. Une journée décisive pour la Guinée, oui. Quel que soit le résultat donné par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Bonjour, bienvenue, Major. Bonjour Abdallah et bonjour à nos auditeurs. Merci d'accepter d'intervenir une nouvelle fois dans le Scanner. Et la Guinée, aujourd'hui, vous l'avez vu, nous suivons l'actualité de très près. La Guinée a en tout cas émise une requête du côté de la CAF, Confédération africaine de football. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette requête de la Guinée? C'est lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la rencontre qui s'est tenue en Tanzanie, la Guinée qui avait rencontré cette formation tanzanienne pendant le match, on a perdu sur le score de 1-0. Maintenant, après cette rencontre, la Guinée a déposé sa requête à travers le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football qui a quand même rappelé au commissaire de match qu'il y a eu des anomalies. Les anomalies, c'est quoi? Il a d'abord rappelé les anomalies d'avant-match. Ils ont délocalisé le match, ils ont changé le trio arbitral et puis les conditions d'hébergement n'étaient pas encore confortables. Mais la situation qui a attiré l'attention de la Guinée, le fait que la Tanzanie a fait jouer un joueur qui n'était pas éligible, cela veut dire que l'identifiant n'était pas respecté. Il portait le numéro 26 pendant le match. Normalement, sur la fête du match, c'est 24. Donc, il y avait de l'incohérence, il y avait des anomalies. Donc, il a attiré l'attention au commissaire de match qui était Kenyan, qui n'a pas voulu valider la copie, qui n'a pas voulu signer. Donc, ils ont mis la pression. Il a eu l'opportunité de parcourir la copie. Après, il a validé. Et ensuite, la Guinée a déposé sa requête au niveau de la CAF pour que la Tanzanie soit disqualifiée et qu'on se qualifie à la place de la Tanzanie. Oui, ça c'est la requête. Maintenant, quelles sont les règles de la CAF en matière d'éligibilité des joueurs? Vous l'avez évoqué pour les matchs officiels. Vous parlez d'un joueur qui n'était pas quand même éligible pour ce match. C'est le terme que vous utilisez. C'est le jargon sportif. Aujourd'hui, quelles sont les règles de la CAF en matière d'éligibilité? On parle d'éligibilité. Donc, Abdallah, la CAF pourrait ouvrir une enquête disciplinaire comme prévu. Selon les articles 41, 45 et 85, tous les joueurs alignés doivent obligatoirement figurer sur la feuille du match avec un numéro correspondant à celui porté sur le terrain. Donc, si cela n'est pas respecté, il y a une défaite par forfait 3-0 possible pour l'équipe fautive. Donc, une amende financière pour la fédération. En cas de récidive ou de fraude avérée, donc on parle d'exclusion des qualifications. Ce qui reste clair, il y a des articles qui parlent sur cette situation. Si un joueur n'est pas éligible sur la fête du match, l'équipe est automatiquement disqualifiée. Ils vont perdre la rencontre sur tapis vert sur le score de 3-0. Alors, pardon. À ce niveau, on sait que la décision revient maintenant au jury d'appel. On est au niveau du jury d'appel. D'appel maintenant. Oui. Puisque, Major, je le dis, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football avait rejeté la plainte de la Guinée en décembre dernier, estimant cette dernière recevable à la forme, mais mal fondée sur le fond. Alors, c'est ainsi que la Fédération guinéenne de football avait alors annoncé qu'elle interjetterait appel de la décision, ce qui a été chose faite. Et aujourd'hui, la décision qu'on attend va venir du jury d'appel. Quelles sont les chances de la Guinée? Les chances de la Guinée, tout dépend de la CAF, la manière dont elle va rendre la situation au clair. Si la Guinée n'est pas satisfaite, on va partir saisir le TAS qui va trancher. Mais ça dépend arbitral des sports. Mais ça dépend de décision de la CAF. Si la CAF arrive à très bien trancher, c'est pas la peine que la Guinée arrive à interpeller le TAS. On n'est pas obligé d'obtenir gain de cause. Mais ça dépend de la CAF. Ça dépend de la CAF.
parce qu'on a vu tout dernièrement ces litiges entre le club marocain et le club tanzanien. La CAF a tranché la situation. Entre l'équipe nigériane et l'équipe libyenne, la CAF a tranché le dossier sans retarder. Pourquoi la Guinée, ils ont retardé le dossier? Et deuxièmement, ils ont débouté les requêtes de la Guinée parce qu'on ne peut pas trancher juridiquement pour dire qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de forme. Non, juridiquement, c'est pas comme ça, on tranche un dossier. Cela veut dire qu'ils ont débouté. Au début, d'abord en amont, ils nous ont fait savoir que les requêtes de la Guinée ne sont pas bien fondées. Donc, on ne peut pas disqualifier la Tanzanie sur cette situation. La Guinée a insisté, ils nous ont fait savoir d'attendre après 10 jours qu'ils vont nous répondre. Il n'y a pas eu de réponse nette. Et la Guinée a insisté. Aujourd'hui, la CAF a fait appel à une audience. À l'instant même, le président de la fédération, le vice-président, le secrétaire général, le capitaine de l'équipe nationale, l'entraîneur de l'équipe nationale et un avocat français, ils sont en Égypte pour défendre le dossier. On attend de voir la suite. Mais ce qui est clair, selon les articles énumérés par la CAF, la Guinée doit se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Si elle obtient gain de cause. Gain de cause. C'est-à-dire 3-0 sur tapis vert. Sur tapis vert. J'ai répondu justement sur les textes là. Au regard des textes fondateurs de la CAF, est-ce que si le droit est dit, la Guinée doit fondamentalement se qualifier? Oui, c'est ce que j'ai dit, ce qui est normal. Je vous ai énuméré quelques articles 41, 45 et 82 des règlements de la CAF. C'est la CAF même. Le dossier est clair. L'identifiant du joueur en équipe nationale, c'est le numéro avec le passeport. Ça, c'est en équipe nationale. Maintenant, le championnat, là, on parle de licence. Avant même le match, on appelle le capitaine de l'équipe adverse. Ils vont partir au niveau des vestiaires, appeler les joueurs, ils vont présenter leur licence. Maintenant, en équipe nationale, c'est le numéro avec le passeport. Mais si un joueur joue sur le terrain avec un identifiant qui n'est pas éligible, le joueur n'est pas éligible, l'équipe perd sur tapis vert. Là, les règlements sont clairs là-dessus. Il n'y a pas de polémique sur cette situation. Maintenant, nous, en tant que Guinéens, ce qui nous inquiète, pourquoi la CAF a retardé ce dossier et pourquoi la CAF a débouté les requêtes de la Guinée et pourtant qu'elle est consciente, l'article elle est clair. Cette situation, elle n'est pas une situation première en Afrique. On a vu ces situations récurrentes. La CAF a tranché, mais pourquoi avec la Guinée? Déjà, on peut se dire entre guillemets, parce que la Tanzanie doit organiser le CHAN, le niveau du football tanzanien par rapport à la Guinée, l'investissement qu'ils sont en train de faire, il y a le poids qui est sur la CAF et la Guinée a insisté. Parce que, supposons, si ce joueur arrivait à avoir un carton rouge, l'arbitre ne va pas écrire son nom. Il va écrire le numéro 24. Après, il va voir la fête du match, il ne voit pas un numéro 24. Parce que sur l'affaire du match, tu peux voir deux joueurs qui ont le même nom, Abdallah Kamara. La différence de ces identifiants, c'est leur dossard. Évidemment. Et si maintenant on ne peut pas identifier le joueur, il y a des polémiques. Et il y a des règlements qui sont clairs et palpables. Bien. Si l'identifiant n'est pas clair, vous perdez sur tapis vert. Maintenant, c'est à la Guinée de se faire respecter. Alors, c'est pourquoi moi j'insiste sur la question, Amadou Major, puisque la Guinée a été déboutée pour la première fois par le jury disciplinaire de la CAF pour des raisons que la requête est infondée ou mal fondée, je ne sais quoi. Alors, quelles sont aujourd'hui nos chances pour nous dire que le jury d'appel va trancher à notre faveur? La Guinée a quelle chance pour espérer obtenir sa qualification à travers cette requête? La chance de la Guinée, d'abord, il y a une question d'éligibilité, il y a une question d'image du football africain, parce que c'est extrêmement important. Ce problème n'intéresse pas seulement la Guinée, mais ça intéresse tout un continent, parce que la FIFA, le TAS, ils sont en train de suivre ce dossier de près. Et pour rendre aujourd'hui la CAF crédible, il faut que la CAF arrive à trancher cette situation dans les règles de l'art, tout en respectant les règlements, tout en respectant franchement ce qui est mentionné au niveau de la copie. Parce que même avant le match, moi j'ai la copie manuscrite qui a été écrite par le secrétaire général sur l'éligibilité du joueur. Le commissaire du match tanzanien n'a pas voulu signer, mais quand ils ont insisté, il a signé. Et c'est le commissaire du match qui doit faire... Ce sont des éléments fournis par la Guinée. Fournis par la Guinée. Et c'est le commissaire du match qui doit faire un rapport au niveau de la CAF après cette rencontre. S'il a déjà signé, on attend de voir ce dossier, comment la CAF va trancher, s'ils vont mettre les articles ou bien ils vont laisser complètement les articles et parler autre chose. Et si
il tranche à ce niveau, la Guinée est obligée de saisir le TAS. Bien. Parce que c'est pas... Voilà. Y a-t-il eu des précédents comme ça en Afrique où la CAF a déjà tranché en faveur de telle ou telle équipe? Ben oui, bien oui. Il y a eu plusieurs cas. Et tout dernièrement, il y a eu plusieurs cas que la CAF a déjà tranché sur ces mêmes dossiers. Au niveau des clubs, ils n'ont même pas tergiversé. Je vous ai donné un exemple sur le cas tout récemment entre l'équipe Berkane, le club marocain, et le club tanzanien. Après la rencontre, le club marocain, ils ont remporté la Coupe CAF. Mais après, ils ont déposé des requêtes qu'avant le match, il y a eu beaucoup d'anomalies. Et c'est ces mêmes anomalies qui se sont encore reproduites contre la Guinée parce qu'on n'était pas dans un bus qui était confortable. Ils ont délocalisé le match. À quelques heures de la rencontre même, ils ont changé le trio arbitral en commun accord avec la CAF. C'est quelque chose qui n'est pas valable. Arrivé au niveau du TAS, la CAF aura même des problèmes parce qu'on ne peut pas changer un trio arbitral à quelques heures. À quelques heures. Ouais. Et délocaliser comme ça la rencontre. Difficilement même, Serhou Guirassy a joué ce match. Parce qu'il y avait des problèmes, on disait son passeport avait ceci, cela, une manière de nous démoraliser. La Guinée n'a même pas eu le temps de s'entraîner. Mais on a accepté de jouer la rencontre. Mais c'est après la rencontre qu'on dépose les requêtes. Pas avant. Pas avant. Le CS Berkane, ils ont remporté. Ils ont d'abord attendu, et la finale, ils ont remporté. Après, ils ont déposé les requêtes. Normalement, quand tu as la coupe, pourquoi maintenant déposer les requêtes? Et la CAF n'a pas tergiversé, ils n'ont pas débouté, ils ont juste tranché. Donc la Guinée a compris en aval, parce qu'on ne fait pas du poids. Qu'il y a une chance. Qu'on ne fait pas du poids au niveau de la CAF. Quand on a parlé du TAS, la CAF était obligée maintenant d'appeler une audience. Actuellement même, ça est en cours. On attend de voir ces résultats de la CAF, si elles sont bien fondées. On est obligé d'accepter. C'est pas obligatoirement qu'on arrive à dire que la Guinée a raison, on va disqualifier la Tanzanie. Non, ça dépend des verdicts qui vont nous rendre. Le débat n'est pas là d'abord. Le débat n'est pas là d'abord. Le débat, c'est est-ce que la requête sera prise. Voilà, exactement. Ou en tout cas. Mais aujourd'hui, concrètement, que risque la Tanzanie? Au-delà de ce que vous avez évoqué, il y a des sanctions, perdre sur tapis vert, mais est-ce qu'il y a aussi des conséquences financières? Ben oui. Là, c'est clair. Ils vont payer des amendes, ils seront disqualifiés, ils vont perdre ce tapis vert. Et ça va beaucoup les affecter sur l'organisation de beaucoup de compétitions. Une nation qui est incapable d'organiser un match, est-ce que cette nation pourrait accueillir beaucoup de pays? Donc, conséquence énorme pour la Tanzanie. Voilà, conséquence énorme. En étant fair play, c'est extrêmement important parce que quand tu accueilles beaucoup de nations chez toi, il y a l'accueil qui compte, il faut être fair play. C'est extrêmement important pour organiser une compétition. On peut organiser une compétition et perdre la compète. Et ça, c'est des risques. Ça attire l'attention de la CAF et que la Tanzanie doit abriter le CHAN. Est-ce que les équipes... Le CHAN, c'est le championnat. Le championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que les équipes seront bien accueillies en Tanzanie? Est-ce qu'on peut parler de fair play? Et quand tu joues contre la Tanzanie, est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu vas être à l'aise? Donc, c'est des questions que la CAF est en train de se poser. On attend de voir comment la CAF va trancher. Et si elle n'arrive pas à très bien trancher, même si ce n'est pas en faveur de la Guinée, si c'est bien fondé, ce n'est pas la peine de faire recours au niveau du TAS. Mais tout dépend de la CAF. Je pense bien les cadres qui sont partis représenter la Guinée. Il y a le président de la fédération, il y a le vice-président, il y a le secrétaire général Basco Barry qui maîtrise très bien les statuts, les règles, les lois. Là, il les maîtrise. Et il y a le capitaine, il y a le sélectionneur guinéen Michel Doucier et il y a un avocat français. Mais Jodla, vous avez commencé à l'entendre de vos propos par rapport à cela, l'influence des États. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur l'échiquier continental, la Tanzanie compte mieux que la Guinée. Est-ce que cet aspect-là aussi ne risque pas justement de peser sur nous et au finish de choisir la Tanzanie? Oui, bien sûr, parce que déjà, on a eu des signes précurseurs en amont. La Guinée s'est sentie lésée dès le départ. Pourquoi le dossier de la Guinée a beaucoup tergiversé au niveau de la CAF? Beaucoup traîné même. Beaucoup traîné. C'est une question fondamentale qu'on doit se poser. Et si vous avez vu que tout dernièrement, ils ont vu tranché entre Tanzanie et Maroc, c'est en ce moment que la Guinée a anticipé. Le ministre des Sports a appuyé le président de la Fédé de mettre une pression au niveau de la CAF. Ben, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi. On peut se sentir lésé dans ce dossier, mais à mon avis, je vois que le ministre des Sports et le président de la Fédé, ils sont déterminés de partir jusqu'au niveau du TAS. On attend de voir. La CAN, c'est en décembre. On a tout le temps de suivre ce dossier, mais dans un court instant, on saura.
Que doit-on retenir? Aujourd'hui, la Guinée peut garder un brin d'espoir quant à sa qualification. Un brin d'espoir, je dis, je pèse les mots, un brin d'espoir quant à sa qualification, mais pour l'heure, c'est d'abord, est-ce que la requête sera prise en compte? Je pense que c'est le premier point, vous l'avez déjà évoqué. Un soutien mutuel, vous l'avez aussi dit, le ministère des Sports, même si il ne pèse pas trop dans la balance, parce que lui, personnellement, en tant que ministre, ne peut pas aller accompagner la procédure. On a des instances pour ça, vous avez parlé tout à l'heure de la FEGIFOOT, plus l'équipe nationale, représentée par son capitaine. Aujourd'hui, vous avez parlé de Blasco Barry, qui a quand même un doyen ici, il a trop duré dans ce monde, qui maîtrise bien les tests. Aujourd'hui, est-ce qu'avec tous ces atouts, le soutien de l'État, des experts, si on peut les qualifier d'experts, ou des cadres de la FEGIFOOT ou du football guinéen, sont déjà présents, pourront attirer toutes les attentions sur la Guinée et gagner ce contentieux? Eh bien oui, c'est possible. Moi, je suis optimiste parce que, vous savez, actuellement, presque la majeure partie des compétitions en Afrique, la Guinée, on n'est pas là, on n'est pas présent, hormis le CHAN. Donc, on comptait que sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et si on n'ira pas à la CAN, on n'ira pas à la Coupe du Monde, donc les yeux sont rivés sur cette compétition. Si on ne part pas à la CAN, est-ce que cette fédération va être en activité? Ce n'est pas elle qui organise le championnat. Même si ce n'est pas ça, la construction des infrastructures, ce n'est pas elle de gérer ça, c'est le ministère des Sports. Je pense que si la Guinée se qualifie pour la CAN, elle va être en activité. En un mot, c'est le bilan d'un président d'une fédération à Guinée. Si l'équipe nationale progresse au niveau de la CAN, si on a des bons résultats, tu es bien parti. Si la Guinée ne se qualifie pas, tu es mal parti comme Bouba Sampil. C'est comme ça. Ça a été des facteurs qui ont injecté Bouba Sampil à la présidence au niveau de la FEGIFOOT. Moi, je pense qu'on est optimiste. Ça va encore attirer l'attention des cadres guinéens de se former, de renforcer leur capacité de formation, de comprendre très bien les textes, parce que la Guinée est tout le temps rattrapée par ses propres textes au niveau de la fédération. Il y a beaucoup de cadres qui ne maîtrisent pas ces textes et pour cela la CAF nous rattrape souvent. Donc ça va attirer notre attention de se former et en même temps de construire des infrastructures sportives pour qu'on joue nos matchs à domicile. Et si même le président de la CAF, lors de ses remises au niveau des CAF Awards, il a pris l'exemple sur Guirassy, il a pris l'exemple sur la Guinée. Donc, ce sont des facteurs qui indiquent que si tu n'as pas des infrastructures, tu n'organises pas les compétitions. La Guinée qui devrait organiser la CAN 2025, là, on n'a pas organisé la CAN. Donc, deux poids, deux mesures. On est toujours sans stade, d'ailleurs. Voilà. Si on est là, on ne pèse pas beaucoup au niveau de la CAF, on va être lésé. Et même les joueurs guinéens ne pourront pas obtenir des trophées majeurs. C'est le cas de Serhou Guirassy. Donc je pense que dans un cadre général, il faut qu'on soit conscient à la maison, qu'on arrive à avoir des infrastructures sportives, qu'on renforce les capacités de formation, qu'on arrête les guéguerres au niveau de la fédération, parce que moi, entre guillemets, c'est les mêmes personnes qui sont en train de c'est le même staff. Voilà, c'est le même staff. Il n'y a pas eu de changement. C'est mon avis. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bonnet blanc, bonnet. Il faut qu'il y ait une conscience professionnelle là-dessus. Et encore, les journalistes sportifs, chacun doit être conscient et faire le travail de journalisme. Quand tu es journaliste, tu es journaliste. Quand tu es communicant, aujourd'hui, mettre le pays en avant. Mettre le pays en avant. Les intérêts particuliers de côté. Exactement. Quand il y a une prise de conscience à tous les niveaux, je pense que la Guinée va se faire respecter. Et on aura gain de cause. On a vu le Sénégal hier qui a tapé l'Angleterre sur le score de 3-1. Ça fait plaisir. Le Maroc qui organise la Coupe du Monde. Le Maroc a déposé sa requête. Ils n'ont même pas fait une semaine. La CAF les a répondu. Donc, la prise de conscience doit être à tous les niveaux, de la présidence au planton de la FEGIFOOT, et je pense qu'avec ça qu'on va avancer. Donc on veut dire que c'est un problème qui interpelle. Exactement, c'est un problème qui interpelle parce qu'on a vu, ils ont mis la pression sur les travaux de finition au niveau du stade général Lansana Conté de Nongo, et là je vous assure que ça avance. Le mois de décembre ils vont rendre ce stade, donc il y a eu plusieurs facteurs. Tous ces problèmes-là, c'est nous, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Une goutte d'eau dans un océan. Exactement, c'est nous. Pour se faire respecter, vous l'avez rappelé, pour qu'on ait plus de poids, il faut avoir des infrastructures sportives dedans, développer le sport en entièreté, éviter des guéguerres au niveau de l'instance sportive ici, qui est la FEGIFOOT, la FEGIFOOT Fédération guinéenne de football, et surtout miser sur le sport
Miser sur le sport, c'est pas miser que sur le football. Hein. Bien. Ce qui est très important dans un cadre général. Parce que si nous prenons le basketball, le volleyball, il y a encore pire. Hein. On parle de stars, on n'a pas de championnat. Et la représentation guinéenne à l'international est très faible, tu l'as déjà dit. Donc, beaucoup de défis de ce côté. Je pense que le ministère de tutelle va essayer de mettre les bouchées doubles. L'État va accompagner. En tout cas, merci Amadou Major. On suit de très près, c'est toute la journée. Peut-être qu'on vous aura dans les prochaines éditions d'information pour plus de détails. On suit de très près l'avancée ou le déroulé, le développement même de cette audience du côté de l'Égypte. Vous l'avez rappelé, où se trouve à l'instant même le président de la fédération guinéenne, le vice-président de la fédération guinéenne de football. Il y a le secrétaire général, le capitaine du CIDI et le sélectionneur. Oui, exactement. Et un avocat français. Un avocat français. Vous mettez fin à cette rumeur qui dit que le sélectionneur a jeté l'éponge, où il a été limogé. On voit ces rumeurs avec... L'information n'est pas réelle. Hein. Bien. Michel Ducier est en Égypte. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Allez, Michel Ducier est en Europe, et il est en Égypte et il reste... Pour l'heure, le sélectionneur du CIDI national de Guinée. Donc, toute information hors de celle que vous venez de donner, nous devons prendre ça avec beaucoup de... C'est ce qui est officiel, on compte que sur ça. Et la fédération n'a pas publié au niveau de sa page, et puis rien, c'est officiel. C'est officiel, donc on reste avec Michel Ducier. Quoi qu'il se passe pour le moment, avant de poursuivre. En tout cas, merci Amadou Major Diallo. Merci. La pause, derrière, on poursuit cette émission et on prendra la direction de la RD Congo, où le ministre de la Justice, Constant Mouta, se retrouve dans une situation très compliquée. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde.
Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade. Deuxième et dernière partie de cette émission. Merci de nous rejoindre. Si ça maintenant vous le faites, vous êtes dans le scanner de Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Vous êtes dans votre émission, le scanner, vous le savez, et déjà si vous êtes à la télé, vous nous pratiquez sur Kavi TV. Encore plus de 20 minutes à passer ensemble dans cette émission et on prend la direction du Congo, RD Congo. Si c'était jusque-là des soupçons, les choses risquent de se compliquer pour le ministre congolais de la Justice, Constant Moutamba. Après la demande de levée de son immunité, le garde des Sceaux pourrait faire face à la justice. Yaya Diallo. Bah oui, c'est quand même un dossier judiciaire qui a connu plusieurs rebondissements. Pour un premier temps, d'abord, ce que Constant Moutamba avait été accusé pour un présumé détournement de 39 millions de dollars. De 39, nous sommes venus à 29 millions de dollars. De 29 millions de dollars, nous sommes venus à 19 millions de dollars. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un montant qui a été récolté, disons, à travers cette décision de justice qui a été rendue par la Cour internationale de justice qui opposait la RDC et l'Ouganda. Alors, il se trouve que la guerre du 6 jours qui avait opposé l'Ouganda et le Rwanda, qui avait créé des victimes collatérales au niveau de la RDC, justement, à travers cette rébellion qui est menée à l'époque Jean-Pierre Mbemba, il y a eu des victimes, justement, de ce côté-là. Alors, finalement, l'opération d'indemnisation a démarré en 2023. Donc, il était convenu, à travers la décision de justice, que l'Ouganda puisse verser, disons, plus de 300 millions de dollars, et plus exactement 325 millions de dollars. Alors, ces 325 millions de dollars devraient être versés par tranche
au niveau de la RDC. Je crois que 65 millions par année ou par tranche que cela devrait se faire. Et bien finalement, il se trouve que dans ces montants-là, il y avait les indemnisations et les compensations qui devraient justement se faire, et 15% de ces montants devraient revenir au ministère de la Justice pour des travaux annexes liés au fonctionnement de la justice. C'est dans ce cadre-là que ces 39 millions de manière générale ont été octroyés pour pouvoir développer un certain nombre d'infrastructures pénitentiaires ou judiciaires. Alors, pour le ministre de la Justice, c'est un projet qu'il avait porté en ce qui concerne la prison de Kasangani. C'était son projet à lui pour pouvoir justement créer toutes les conditions, parce que ce sont des réformes que porte Constant Moutamba. Il y a eu certaines infrastructures, disons, pénitentiaires qui ont quand même émergé sous sa magistère au niveau du département de la justice. Mais il se trouve que ces 39 millions dont on parle là, selon lui, existaient dans un compte, et qu'il fallait justement faire un appel d'offres et justement trouver une entreprise qui pouvait procéder à la construction de cette prison de Kasangani. Il se trouve que ces 39 millions dont on parle, 19 millions ont été soutirés et transférés dans une banque, donc au compte d'une entreprise selon les autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur près de la Cour de cassation. C'était une société de façade, qu'on appelait Jaillon Charles SA. Donc pour lui... Créé à la veille. À la veille, selon la justice. Alors, il se trouve que les individus qui constituent le statut ou qui composent le statut de cette entreprise restent pour le moment introuvables. Donc, qui ne sont pas identifiés ou identifiables. Alors, est-ce que c'est des personnes qui existent ou des personnes, disons, fictives? La question reste posée. Alors, il y a, vous savez très bien, pour un premier temps, c'était d'abord la levée des immunités parlementaires de Constant Moutamba, parce que les ministres, une fois nommés, bénéficient d'une immunité parlementaire, au même titre que certains députés élus, parce que la plupart des ministres au niveau de la RDC sont avant tout d'abord des députés nationaux, donc qui ont été élus. Et c'est le cas de Constant Moutamba, qu'il faut le rappeler, à sa formation politique à lui. Alors, il se trouve que pour un premier temps, il y a eu l'examen de cette requête du parquet près de la Cour de la cassation en ce qui concerne la levée de l'immunité parlementaire du ministre. L'examen a été effectué au niveau de l'Assemblée nationale. L'autorisation de poursuivre justement M. Moutamba a été autorisée, mais pas la levée de son immunité parlementaire. Je crois que ce qui aboutit justement à ce processus judiciaire-là. Donc il garde son immunité parlementaire, mais pourrait être poursuivi. Justement. Et je crois que pour un premier temps, c'est ce qui fut fait. Il n'avait pas voulu répondre à l'appel du procureur, arguant que le procureur n'était pas compétent de l'entendre sur ce dossier-là. Et bien finalement, je crois qu'il était obligé, au regard ou en dépit de cette pression judiciaire qui pesait sur lui, il était obligé justement de répondre. Alors finalement, il a été entendu à travers le procureur, le parquet, près de la Cour de cassation. Et finalement, il dit avoir nié, parce que c'est ce qui ressort de cette rencontre-là, nier complètement les accusations qui pèseraient sur lui. Alors, il a tenté de se justifier par rapport à ce qu'on qualifie de l'autre côté comme un détournement, même si nous sommes dans la présomption. Pour Constant Moutamba, il était dans une situation où il fallait fondamentalement procéder justement à la mise en place d'un compte, justement d'un compte spécial, dans lequel compte il devrait justement puiser cet argent-là pour pouvoir procéder à la construction de manière rapide de cette prison-là. Alors, il se trouve qu'il y a un processus, et c'est le cas dans tous les États. En ce qui concerne le décaissement de l'argent public, ça obéit à une procédure, à une orthodoxie financière, comme on le dit. Il y a l'inspection financière d'État au niveau de la RDC qui devrait être, disons, le centre de toute cette procédure-là. Or, il s'est trouvé, au regard de dire du procureur, cette inspection n'a pas été associée, disons, à cette procédure de décaissement de cet argent-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
c'est la première ministre de la République démocratique du Congo, chef du gouvernement, qui dit ne pas être au courant aussi de cette transaction qu'on considère de l'autre côté comme étant une transaction douteuse. Alors, il se trouve que pour Constant Moutamba, il y a eu certaines, notamment, je crois que c'était le ministre de Finances qui est au courant, et pour lui, c'était largement suffisant, justement, pour qu'il puisse, et au regard aussi de l'urgence, selon lui, des faits, il était important, justement, de procéder comme tel. Alors, ce sont des éléments aujourd'hui qui amènent à la justice congolaise pour dire, effectivement, il y avait là une intention de détourner ces fonds publics-là, et puis, c'est la société mise en cause, la société citée dans cette affaire-là. C'est une société qui, il faut le rappeler, n'avait pas, premièrement d'abord, les compétences pour pouvoir procéder à la construction de cette... Un gré à gré. Justement, un gré à gré, mais absolument douté. Le gré à gré, il l'a rappelé, le gré à gré, à un certain niveau, c'est acceptable, c'est permis, mais... En l'espèce, ce gré à gré, c'est un gré à gré qui n'a pas obéi aussi aux règles élémentaires, disons, du code de marché public. Donc, ça veut dire tout simplement que pour la justice congolaise aujourd'hui, Constant Moutamba avait bien l'intention de détourner ces fonds publics. Alors, au niveau du ministère de la Justice, puisque s'il s'agit de lui là, c'est la justice qui poursuit la justice, c'est le procureur de la République près de la Cour de la Cassation qui, il faut le rappeler aussi, avait des antécédents avec avec Constant Moutamba. Vous vous rappelez dès l'arrivée de Constant Moutamba, qui a été considéré comme étant le véritable réformateur de l'appareil judiciaire congolais, qui, il faut le rappeler, est accusé de tous les maux. Vous entendez les observateurs congolais parler de la justice congolaise. Vous avez avec sa lutte intensive contre les Koulouna. Justement, contre les Koulouna, contre les détournements d'ennemis publics, mais aussi plusieurs gangrènes aujourd'hui qui concernent justement ou qui toucheraient la justice congolaise. Alors, il se trouve que lui-même, le procureur, était dans au viseur de Constant Moutamba. Vous savez très bien que Frimine, en question, avait été accusé d'avoir acheté un immeuble au niveau de la Belgique dans des conditions absolument douteuses. Alors, il se trouve qu'il y avait eu une commission d'enquête qui a été mise en place. Donc, on s'était rendu compte que c'était un immeuble qui a été acquis, mais à travers un prêt. Donc, qui devrait être justement payé graduellement. Donc, après ça, pour Constant Moutamba, c'était un règlement de compte qui semble être annoncé et que c'était justement un obstacle. Lui, Constant, constitue aujourd'hui un obstacle, pas que pour la justice congolaise, mais pour l'exécutif. Je pense que si vous avez suivi un peu le jour où cette requête avait été introduite au niveau du Parlement, il y avait quand même un engouement, un sentiment qui animait presque tous les parlementaires au niveau de l'Assemblée congolaise. C'était comme pour dire que c'était un obstacle qu'il fallait fondamentalement donc écarter. Alors, il se trouve que pour l'instant, aucun indice ne prouve que Constant Moutamba a détourné de l'argent, mais au même moment aussi, aucun indice ne prouve qu'il n'a pas détourné de l'argent. Donc ça veut dire que tout simplement, nous sommes dans une situation où les preuves ne sont pas suffisantes pour l'incriminer, en tout cas au regard d'un certain nombre de choses, mais il se trouve que au niveau au niveau du parquet, on a justement demandé au niveau de l'Assemblée nationale de lever, d'obtenir l'autorisation aux fins de poursuite judiciaire contre Moutamba. On verra bien ce qui va se passer parce qu'après cette rencontre-là, il y avait deux hypothèses qui s'est posées. La première hypothèse, c'était d'abandonner purement et simplement cette poursuite judiciaire-là ou de continuer. Finalement, ils ont opté la seconde option, celle qui consiste à poursuivre, disons, Constant Moutamba. On verra bien ce qui va se passer. Mais jusque-là, pour Constant Moutamba, c'est une chasse aux sorcières. Enfin, plus loin, c'est un complot politico-judiciaire aujourd'hui, ourdi contre lui, parce que tout simplement, il constitue un cauchemar pour les prédateurs de la République. Et je pense que c'est parti, parce que lui-même, Constant, je le suivais dans un de ses meetings, où il avait même fait une liaison entre les poursuites, puisqu'il avait même engagé un mandat d'arrêt contre l'ancien président Joseph Kabila, soit que c'est lui qui suit son dossier.
il pense qu'il y avait même des liens qu'on pouvait établir entre justement certains acteurs de la justice congolaise aujourd'hui qui, selon lui, sont de mèche avec Joseph Kabila aujourd'hui, qui veulent l'abattre dans ce dossier-là. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, la prison de Kasangani dont on parle là n'existe pas. N'existe pas. C'est un fait. Ou n'existe que sur papier. Sur papier. Et même le site dont on parle là, ils ont cherché d'identifier le site. Jusque-là. Le site n'existe jusque-là. Introuvable. Et pour, en tout cas, rappeler l'ampleur même de ce bras de fer, Diallo, j'ai sous mes yeux, peut-être que le document est transmis à la réalisation, document qu'on essaie depuis 2 jours, parce que c'était hier, aujourd'hui, d'authentifier. C'est ce document du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, on parle de Constant Moutamba, qui a été transmis à l'Assemblée nationale, notamment le cabinet du président et le secrétariat qui a reçu ce document. Je vais lire juste une petite partie. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Palais de la Nation, tout protocole confondu, à Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation à Kinshasa, Ngombe, concerne votre récusation et des magistrats sous votre autorité. Donc c'est pour vous dire que comme ça ne s'arrête plus, et il est dit dans ce dossier, et Michel, si vous pouvez projeter ce document pour nous, ça va vraiment nous faire plaisir. Monsieur le procureur général, la présente vous est adressée relativement à l'objet repris en concert et ce en application de l'article 59 de la loi numéro 13/011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Votre intérêt personnel dans cette affaire ainsi que l'immunité créée entre vous et moi suite à ma lutte contre les antivaleurs dans la justice justifie la présente récusation et celle des magistrats sous votre autorité pour votre partialité, règlement des comptes politiques et conflit direct avec le ministre d'État. En effet, le projet de construction des prisons et maisons d'arrêt a été approuvé par le Conseil des ministres. Pour celui de Kisangani, comme vous l'avez rappelé à Diallo, et la procédure de passation de marché a été respectée conformément aux règles en vigueur, selon le document. Il est incompréhensible de parler de l'intention de détournement alors que l'initiateur a sollicité l'approbation préalable de la première ministre, écrit-il, qui avait toute la latitude pour valider ou rejeter le projet. Voici le document qui a été transmis. On essaie tant bien que mal d'authentifier le document qui a quand même été reçu par le secrétariat du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Pour vous dire combien de fois ce dossier est très, très houleux. Très, très houleux du côté du Congo. Justement, ça occupe carrément le sous-gras de la presse congolaise. Vous savez, ce qui a un peu englouti cette situation, c'est le cas de l'ancien président, sa sortie le 23 mai passé, Kabila. Puis sinon, c'était quand même un dossier assez brûlant, puisque pour qui connaît Constant Moutamba, qui aujourd'hui est l'un des ministres les plus populaires au niveau du gouvernement congolais, qui est très adulé, très aimé par la jeunesse congolaise. C'est un jeune aussi qui a moins de 40 ans, il faut le rappeler de passage. Donc, pour beaucoup de gens, c'est un règlement des comptes. Il faut carrément se débarrasser d'un obstacle aujourd'hui qui, comme il a rappelé ici, il se dresse contre les antivaleurs, qui se dresse contre un certain nombre de pratiques au sein de la justice congolaise. La justice congolaise, on ne le dira pas assez. Il y a eu à un certain niveau, je crois que c'était les années 2020, il y avait cette exigence de mettre en place les états généraux de la justice congolaise pour pouvoir voir les maux dont souffre ou qui assaillent cet appareil judiciaire. Alors il se trouve que lui-même il est le porteur d'un tel projet aujourd'hui et c'est à se demander jusqu'où ira ce bras de fer, parce que tout semble indiquer aujourd'hui ce bras de fer concerne justement Moutamba et Firmini, le procureur justement auprès de cette cour de cassation. Mais il y a aussi certains acteurs anonymes qui sont impliqués aujourd'hui, qui veulent la tête de ce jeune ministre-là. Maintenant, s'il est tenté que, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est ministre de la Justice, porteur de réforme,
qu'on peut se dire effectivement qu'il n'a pas touché. Oui, tout est bon. Et voilà, on en a connu ici, dans notre pays ici aussi, un cas similaire. Je pense que s'il est tenté que Moïse Katou, Constant Moutamba a plus de l'argent public, indûment, que la justice fasse son travail. Maintenant, si c'est un complot politique aussi, ourdi contre lui pour se débarrasser d'un obstacle contre les antivaleurs, je pense qu'il est tout à fait normal que l'État congolais ou les Congolais puissent s'élever pour ne pas justement permettre à des individus... Et il faut signaler qu'il y a eu un rebondissement puisque Moutamba vient de récuser le procureur. Oui, c'est le document. C'est le document là que nous sommes en train de lire en direct même. Ce document qui conteste la compétence du procureur et les magistrats qui composent son parquet. Le document a été transmis hier au secrétariat de l'Assemblée nationale. Donc, copie que nous avons reçue en cours d'émission. Donc, c'est pourquoi j'ai dit authentifier. Cherchons à authentifier parce que c'était hier. C'est trop juste à moins de 24 heures. Précision importante. Merci pour la précision. On prend la direction de l'Italie. Yamoussa Kamara, le référendum portant sur des mesures facilitant l'accès à la nationalité et sur la révocation de réformes du marché du travail n'a pas abouti en raison de la faible participation. On note un peu plus de 30% des électeurs alors qu'un taux supérieur à 50% était requis pour valider le scrutin. Et justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, 1,5 million d'étrangers en Italie vont encore rester pour longtemps sans la nationalité, puisqu'on sait qu'il faut environ 10 ans de présence sur le terrain. Si vous n'avez pas de lien de parenté avec l'Italie, de lien de sang avec l'Italie pour être naturalisé. Et donc, il faut dire que c'était un projet qui était vraiment que les étrangers attendaient et beaucoup, notamment les immigrés, avec beaucoup d'impatience, notamment les immigrés, ceux qui sont passés par la Méditerranée, qui sont entrés au pays par la voie non officielle, et donc avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. On sait que depuis que ce texte a été proposé, ce référendum, je veux dire, a été proposé par les ONG et des partis d'opposition, là, le gouvernement ultra conservateur avait appelé au boycott, a appelé ses partisans à ne pas se présenter, à ne pas venir, à ne pas répondre favorable à ce vote. Et ce qui fut fait, on a compris, moins de 30% de votants se sont mobilisés. Alors, on attendait que le oui remporte ce référendum, mais contre toute attente, c'est le non. Une victoire encore pour les ultra-conservateurs. Pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui est devenue d'ailleurs en 2022 au pouvoir avec un programme contre l'immigration. Donc on a compris que depuis la proposition de ce référendum, elle-même s'est montrée contre, et c'est ce qui a été aussi réitéré par beaucoup ou de nombreux membres de son gouvernement. Donc selon des résultats partiels cités par les médias, un peu moins de 30% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche, lundi, alors qu'il fallait que plus de 50% votent pour que le résultat du scrutin soit pris en compte. Et de nombreux membres du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni avaient appelé les partisans à s'abstenir de voter afin que le seuil nécessaire de votants ne soit pas atteint. Il était notamment proposé dans le cadre de ce référendum soutenu par des ONG et des partis d'opposition de réduire de 10 à 5 ans la durée pendant laquelle un résident non européen sans lien de mariage ni de sang avec l'Italie doit avoir vécu dans ce pays avant d'en demander la nationalité. Et donc il faut le dire, 1,5 million d'étrangers attendaient que le oui remporte lors de ce référendum, mais je l'ai dit tantôt, très malheureusement, il y a eu peu de votants. Donc il faut attendre peut-être une autre tentative. Il faut encore une autre tentative. Mais ce qui est sûr, le gouvernement de Giorgia Meloni n'est pas prêt à faire une ouverture dans le cadre de la naturalisation, puisque pour de nombreux Italiens, il faut un certain nombre de principes, c'est-à-dire pour bénéficier de la naturalisation, puisque le pays ne peut pas quand même, on ne peut pas venir
selon des Italiens, puisque j'ai suivi beaucoup de témoignages sur France 24, justement, la source, et disaient que ce n'est pas comme ça qu'on peut obtenir une nationalité. Et donc, il faut aller sur certaines bases, sur certains principes. Et donc, ça veut dire que même au sein de la société italienne, les gens sont partagés entre doutes ou entre rejet de ce projet. Et justement, avec l'accompagnement aussi du gouvernement ultra-conservateur, de membres qui ne sont pas aussi d'accord, on a vu que le projet est passé à côté. C'est le non qui a remporté sur le oui et le projet a été mis de côté. Pour le moment, c'est une victoire pour Giorgia Meloni et son gouvernement, les ultra-conservateurs. Oui, les ultra-conservateurs, Yaya Diallo, gagnent ce pari, si on peut l'appeler comme ça, ce référendum qui n'a pas connu grand succès après l'appel du gouvernement italien. Justement, est-ce qu'il faut dire qu'en Italie, contrairement à la France ou dans certains États européens, est-ce que c'est l'extrême droite qui dirige le pays aujourd'hui? Nous connaissons justement les prises de position de l'extrême droite aujourd'hui. L'extrême droite, c'est un peu Marine Le Pen en France. C'est comme si c'était une Marine Le Pen qui était la première ministre au niveau de l'Italie. Alors, il faut dire que... Des nationalistes. Absolument. Et ce qu'il faut dire que Giorgia Meloni, qui est arrivée au pouvoir en 2022, avait comme, disons, cheval de bataille la lutte contre l'immigration. C'est tout. C'était quand même le slogan de sa campagne électorale. Alors finalement, il est élu à la tête de l'exécutif italien. Et je crois que ça allait être quand même assez un coup dur si le oui remportait ce référendum-là. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vrai que cette initiative portée par l'opposition italienne, appuyée par certaines ONG, vous l'avez rappelé, mais qui avait pour un premier temps aussi recueilli, disons, le parrainage qu'il fallait, puisqu'il fallait 500 000 plusieurs signatures pour que ce projet soit porté, justement. Donc finalement, c'est ce qui fut fait, mais finalement, il y a eu des campagnes qui consistaient à décourager les Italiens de voter pour ce projet de loi-là. Je crois que l'exécutif s'est employé dans ce sens-là pour pouvoir dire aux uns et aux autres de ne plus voter, arguant que en votant cela, c'était comme si on donnait un feu vert justement aux uns et aux autres de rentrer comme les gens le veulent au niveau de l'Italie. Aujourd'hui, nous savons très bien que l'Italie, c'est une porte d'entrée d'Europe. Beaucoup y vivent, mais qui n'ont pas de papier. C'est ça la vérité aujourd'hui. Maintenant, la situation était que, Cheikh l'a rappelé ici, il fallait avoir 10 ans d'existence sur le sol italien. Là aussi, il fallait prouver que vous êtes sur le sol italien pendant les 10 ans, en toute régularité. Et finalement, demander l'obtention des documents qui prend aussi assez de temps pour avoir une réponse. La naturalisation. Pour avoir la réponse qu'il fallait. Alors pour les uns et les autres, c'était quand même une fermeture de trop de la part de l'Italie. Il fallait justement ramener de 10 ans à 5 ans ce processus-là. Alors, le droit du sang dont on parle là, puisque on l'a rappelé ici, le droit du sang aussi, il faut avoir les 18 ans, même si vous êtes né sur le sol italien. Oui. Il faut que vous ayez les 18 ans pour pouvoir demander cette nationalité-là aujourd'hui. Le droit du mariage, vous êtes guinéen, vous vous mariez avec une italienne, cela ne vous donne pas de facto l'autorisation ou le droit d'avoir la nationalité italienne. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'opposition ou certaines sociétés ou la société civile italienne de manière générale ont décidé de porter ces projets-là, ces projets de référendum-là pour que justement l'Italie sorte de cette situation et de s'aligner sur la même ligne que la France et l'Allemagne aujourd'hui, qui sont les États les plus ouverts justement au niveau de l'Europe. Et c'est ce qui pourra permettre pour ces gens-là à l'Italie justement d'étendre son influence à travers le monde aujourd'hui. Et beaucoup aujourd'hui des expatriés ou des étrangers qui y vivent, qui ont fait plus de 30 ans, plus de 15 ans aujourd'hui, ont du mal à avoir ces documents-là. Donc je pense que c'est quelque chose de très fondamental et qui pouvait justement permettre, une occasion ratée, il faut le dire, qui pouvait permettre aux Italiens de s'en passer de ce blocus-là. Malheureusement, c'est l'extrême droite aujourd'hui qui dirige le pays. Et je pense qu'ils ont tout fait pour empêcher. Et finalement, le projet n'a pas pu évoluer.
à ses risques et périls, il faut le rappeler. Bien, à ses risques et périls, malheureusement, de ce côté, il faudrait encore attendre 10 ans pour faire cette demande. Merci à Diallo. Merci à Moussa Cheikh Kamara. Merci à tous. Merci aux différentes équipes. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.